Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, avec aujourd'hui un entretien que je souhaitais réaliser depuis plus d'1 an. Et l'agenda était compliqué, il y avait une succession de projets, de résidences, puis enfin l'ouverture du restaurant où je l'ai rejoint pour l'enregistrement, le joliment nommé Datil. Rendez-vous donc avec la chef Manon Fleury. Vous connaissez sûrement son nom car depuis quelques années, elle est l'une des figures de la gastronomie française contemporaine à bien des égards. Elle avait marqué les esprits en prenant la tête de la cuisine du Mermoz. Vous l'avez peut-être suivie au cours de résidence, au Perchoir, au Chalet des Îles ou même à Monaco. Puis plus récemment, évidemment, elle a attiré tous les regards en ouvrant son propre restaurant rue des Gravilliers à Paris. On a beaucoup parlé d'elle ces derniers mois car Manon est du genre engagé. Dans sa cuisine par exemple, à ce jour, on ne trouve que des femmes. Et ce n'est pas forcément un parti pris, mais plus le fruit d'une conviction. Manon Fleury ne voit pas pourquoi la gente féminine serait invisibilisée. Elle le soutient depuis longtemps et donc tout naturellement à l'ouverture de son restaurant, elle a reçu une foule de candidatures qui ont conduit à la constitution de cette équipe de filles. Plus horizontal aussi le management, même si vous l'entendrez, c'est pas toujours évident de faire tomber toutes les cloisons de la pyramide. Engagé aussi dans l'envie de proposer une réelle expérience chez Datil, on vit quelque chose de rare, je peux vous le dire. Très végétal, très technique dans la prépa, mais tellement lisible et évident en bouche. C'est une adresse qui magnifie le travail de ses producteurs et propose une sorte d'ode à la nature, résolument moderne qui cherche en tous sens à répondre avec la plus grande cohérence aux valeurs qui animent la chef, sa binôme Lorraine et toute cette joyeuse équipe que vous allez entendre au cours de cet échange. Pour cet épisode, j'ai été assisté au montage et à la réalisation par Thomas Ladonne. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous propose maintenant de découvrir l'histoire d'une chef qui a surpris les siens en embrassant sa carrière, une femme très réfléchie qui ne laisse pas beaucoup de place au hasard, qui met l'humain et la gourmandise au centre de son attention, mais avec, vous allez l'entendre, une exigence de tous les instants. Voici l'histoire de Manon Fleury. J'ai grandi en Bourgogne, dans un petit village qui s'appelait Monéto, juste à côté de Auxerre, donc dans l'Yonne. Donc ça c'était mon enfance de mes 6 à 11 ans. Je vivais avec mes parents, donc et 2 frères, dans une maison pavillonnaire. Donc enfance à la campagne, assez libre. J'ai vécu beaucoup dehors, beaucoup de jeux avec mes amis. J'ai eu l'impression d'avoir une enfance assez privilégiée finalement. Je pense pas mal d'insouciance par rapport à ce que je vois aujourd'hui, de certaines considérations de protection des enfants, etc. Je crois que j'ai cultivé à ce moment-là une certaine aussi, mais c'est aussi dans l'éducation que mes parents m'ont donnée, mais certaines formes de goût pour l'indépendance. En fait, je pense que mes parents n'étaient pas des gens très inquiets, et j'étais aussi la petite dernière, j'étais la 3e de la fratrie, donc je pense qu'ils étaient assez cool, et du coup, j'ai pas trop subi d'inquiétude de mes parents. Je pense que du coup, j'étais poussée à faire les choses par moi-même. Et je pense aussi que mes parents ils travaillaient tous les deux beaucoup, et ils nous laissaient quand même aussi beaucoup nous débrouiller par nous-mêmes. Et donc je pense que ils ont eu une éducation assez autonomisante, quoi. J'ai vécu dans une famille de sportifs, donc il y avait quand même et ma mère était très, je pense, intéressée par l'alimentation, par la nutrition, etc. J'ai été bien nourrie avec des bonnes choses, avec des bons produits, et c'est toujours avec ces espèces de soucis de la diététique assez importants aussi. Donc ça c'était marrant, et en même temps avec quand même de la gourmandise, donc je pense que j'étais quand même déjà hyper gourmande étant petite. Et j'avais aussi une grand-mère paternelle qui vivait en Franche-Comté et qui avait des vergers. Donc j'allais souvent l'été chez ma grand-mère.
Et on allait chercher des fruits au verger avec mes grands-parents. Elle avait des mirabelles, elle avait des prunes, elle avait plein de fruits qui étaient souvent très mûrs. Moi, j'ai vraiment ce souvenir d'arbres qui croulaient sous les fruits, qu'on secouait et on récupérait les fruits sous l'arbre. Et après, on rentrait de notre cueillette et on faisait des confitures avec ma grand-mère, des tartes, plein de choses assez sucrées souvent. Elle était assez bonne pâtissière. Elle faisait aussi des super bons gâteaux et tout. Donc je me souviens aussi beaucoup cuisiner avec ma grand-mère. Et elle avait beaucoup de petits-enfants, donc on cuisinait aussi tous ensemble. Et ça, c'était des moments aussi assez joyeux. Et je pense aussi, ça a créé un lien, un peu des Madeleines de Proust que je garde aussi quand même beaucoup maintenant, quoi. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'imaginaire qui s'est créé à ce moment-là, parce que j'étais chez ma grand-mère aussi, je jouais beaucoup. Elle nous donnait souvent... mon grand-père allait chercher des légumes dans le petit potager qu'ils avaient au-dessus de leur maison, et il nous donnait des légumes pour jouer à la dinette. Il y avait plein de choses comme ça qui, je pense, ont créé des liens forts avec la cuisine, même si je me rêvais pas cuisinière à cette époque-là, pas du tout. Ouais, il n'y avait pas de projection. Pas du tout. Néanmoins, il y a une attention à l'assiette, tu le dis, même par rapport à la nutrition. Quand on réfléchit à ce qu'on mange et quand on éduque un enfant en disant « regarde ce que tu manges a forcément un impact et quelque chose », c'est pas rien. Tu regardais ton assiette par le prisme de la nutrition, si ta mère y était particulièrement attentive. Oui. Et ça, c'est pas commun. Non, c'est pas commun. Et aussi, je pense qu'elle était très en avance, parce que c'était il y a 20 ans, et elle, même il y a 25 ans, et elle s'intéressait déjà, elle allait déjà dans les magasins bio, elle faisait des courses dans les magasins bio, et j'allais avec elle. Donc, il y avait aussi, je pense, cette éducation-là aux produits, aux bons produits, et au fait de se poser des questions sur déjà l'agriculture, les pesticides. Enfin, je me rappelle que ma mère me parlait de tout ça, qu'elle était quand même plutôt à voter vert que qu'autre chose. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans aussi, quoi. Ouais, c'est pas il y a 25 ans, donc c'était quand même assez avant-gardiste. Je pense que je suis un modèle d'élève assez studieuse, qui a des bonnes notes à l'école, qui s'intéresse à plein de choses, assez curieuse. Donc j'ai un peu du mal à savoir ce que je vais faire dans la vie. Mais je m'intéresse à plein de choses. Donc je me dis que peut-être que le journalisme, ça peut être pour moi. Donc je passe un bac général, et à ce moment-là, et en même temps je fais aussi beaucoup de sport. Ça fait partie aussi de ma vie et de mon cursus, etc. Donc je suis en pôle espoir, c'est-à-dire un sport-études, mais où on est en équipe de France, en gros. Donc je fais à peu près 10 heures d'escrime par semaine. On se parle de l'escrime. Ouais, je parle de l'escrime, donc je fais de l'escrime. Et je fais des compétitions le week-end, etc. Donc je divise mon temps adolescente entre l'escrime et le lycée, quoi. Ça vient d'où, l'escrime ? En fait, j'essaie l'escrime, donc j'ai commencé à 10 ans, et j'ai essayé l'escrime après l'école, justement dans le village où j'habitais, parce qu'il y avait un très bon club d'escrime. Donc c'était bizarre, parce que c'était un hasard, un heureux hasard. Et j'ai essayé l'escrime après l'école, et ça m'a plu. Et en fait, le fait est que le club était très bon, et que j'ai continué comme ça, et je me suis tout de suite mis à faire des compétitions, à être tout de suite je me suis prise au jeu, quoi, alors que je faisais du tennis à l'époque. Je faisais déjà quand même aussi déjà pas mal de sport, et l'escrime m'a plu, alors que personne dans ma famille faisait de l'escrime. Et donc j'ai l'impression que j'avais aussi envie un peu j'ai toujours eu un peu cet esprit de vouloir me démarquer et de faire des choses un peu différentes, je pense. Ok, vous êtes sportive, vous voulez que je fasse du sport. Vous faites tous du tennis, okay, moi je vais faire de l'escrime, voilà. Et après c'est un peu la même chose sur ma voie professionnelle, où j'avais une famille de juristes, et finalement je fais de la cuisine alors que personne n'attend que je fasse de la cuisine. Donc bon, peut-être voilà. Donc Lacan nous dira
ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, j'ai eu cet esprit-là. Et j'ai adoré l'escrime, et donc j'ai continué. J'ai tombé dans des très bons clubs, et donc j'arrive en sport-études, et ça me plaît beaucoup. J'ai adoré cette période aussi au lycée où j'avais à la fois l'école où ça se passait hyper bien, et l'escrime. Moi, l'escrime, c'est quelque chose de fascinant, la vivacité, la vitesse. C'est quelque chose qui évoque pour moi l'épure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un engagement total, physique, et une finalité qui est d'une délicatesse et d'une finesse folle. Ouais, ça c'est très beau, ouais. Il y avait quelque chose aussi de très, je pense, à la fois ça permet de se défouler, et en même temps il fallait être dans le contrôle, donc c'était hyper intéressant aussi. Et parfois ça me manque un peu, pour en avoir refait un peu récemment. Je me suis rendu compte ce côté de se dépenser, mais en même temps avec toute une réflexion sur le geste maîtrisé, justement ce rapport au jeu de jambes, d'engagement. C'était hyper ouais, ça faisait, je pense, vraiment du bien, quoi. C'était c'est ça moi, je pense que j'ai trouvé un vrai équilibre en faisant autant de sport. Ouais. Et le rythme, c'est un rythme particulier. Ce sport, il imprime un rythme particulier. Oui, c'est vrai. Qui est saccadé, qui est fait d'une immense concentration, d'un moment d'accélération totale, de break, de reprise. Oui. Ouais. Bon, ça, j'adorais. Ah ouais. J'adorais. Ouais, et j'ai toujours un rapport très fort à l'escrime, même si ça fait 15 ans que j'ai arrêté, donc, mais j'ai toujours un rapport très fort à l'escrime. Ça m'arrive toujours de rêver de la nuit que je fais des compétitions. Il y a quand même des trucs qui sont assez forts, quoi. Je pense que je suis tombée aussi sur un super entraîneur au départ, qui était qui faisait hyper attention à ses élèves, avec un esprit aussi de groupe hyper sympa. C'est ce qu'il y avait souvent à l'escrime. Il y avait souvent des moments de compétition très où parfois on allait plus aux compétitions parce qu'on allait voir ses copains que pour vraiment. C'est pas mal ça. Non mais c'est pas courant parfois. Il y a beaucoup de fois où j'allais en compétition et j'y allais pour aller voir les copains plutôt que de me dire que j'allais gagner la compétition, quoi. Bon, après quand on va à un niveau plus important, c'est un peu différent parce qu'il y a d'autres enjeux et tout, mais ouais, c'était quand même aussi ce côté camaraderie que j'aimais bien aussi, quoi. Et est-ce que tu sens que ça a imprimé d'une certaine manière parfois ton activité ou la manière dont tu vis ton quotidien de chef? Oui, ouais, vraiment. Je pense que dans la vie, j'ai l'impression que ça. Après, je pense que j'aurais fait aussi un autre sport à haut niveau, ça aurait été peut-être un peu le cas. Je sais pas si l'escrime en particulier crée des choses particulières, mais j'ai l'impression que sur le mental, sur le fait de pas lâcher, d'avoir de la ténacité, ça aide quand même pas mal après dans la vie quand on a des petits moments de doute. J'ai l'impression que ce mental-là, on le garde un peu pour toute la vie, quoi. C'est une bonne arme. Ouais, c'est une bonne arme, ouais. Et puis c'est aussi un esprit de jeu aussi. Et ça, c'est ce que j'aime aussi beaucoup en cuisine, quoi. C'est qu'il y a plein de moments, c'est un rapport aussi à l'échec. Je pense que pour les enfants, moi j'aime bien le fait qu'on apprend à perdre, on apprend à avoir des déceptions. Alors comment se comportait maintenant Fleury dans l'échec? Comment on le vivait à l'époque? Pas très bien. Non, mais si, comme moi je me suis toujours pour le sport, et je pense que ça venait aussi des valeurs que m'ont transmises mes parents, mais ça restait du sport, quoi. Donc je me souviens pas m'énerver sur une piste d'escrime ou sur un terrain de tennis, et je pense que les règles étaient assez claires chez mes parents si ça avait été le cas. Ça ne déborde pas. Ça déborde pas trop, non. Et donc ça, c'est... Ouais, ça reste... je pense que ça reste aussi dans les valeurs que j'ai aujourd'hui, sur la cuisine, sur justement, on se prend au jeu, mais il faut arriver à gérer la pression, quoi. Même si c'est pas facile. Et je pense que la pression en cuisine, elle est presque plus importante que ce que j'avais quand je faisais du sport de haut niveau, ouais. Mais c'est une bonne école. Et c'est une très bonne école. Et l'échec, ouais, je pense que ne pas aimer perdre, ça aide aussi dans la vie. pour mieux gagner. Pour mieux gagner. Mais il faut savoir accepter, apprendre l'acceptation, ouais. Et après, quand il a fallu faire des choix après le lycée,
Je crois que j'étais un peu arrivée à bout de ce que j'avais envie de faire avec l'escrime, que ça me prenait beaucoup de temps, que ça m'avait aussi demandé quand même beaucoup d'investissement. T'as le sentiment que t'étais allé au bout de ce chapitre. Ouais, et puis j'avais l'impression que j'avais besoin de vivre des choses, j'avais envie d'une vie étudiante, etc. Ce que je vais pas du tout avoir, mais, Ouais. Mais j'avais envie de vivre. Ouais, il y avait trop de moments où j'avais pas le temps. Je m'intéressais déjà beaucoup aussi à la culture. J'adorais aller au cinéma, j'adorais lire des livres et tout. Donc j'avais envie d'un peu de temps aussi pour réfléchir et pour m'intéresser à autre chose que le sport. J'avais l'impression que j'étais un peu allée j'avais rencontré les limites de ce monde-là. À quel âge tu décides que ce sera pas la suite de l'histoire, l'escrime? T'as quel âge à ce moment-là? À 18 ans. Je crois que j'étais assez prête en fait. J'ai jamais trop regretté d'avoir arrêté et donc là je fais le choix d'aller en Hippocagne, en prépa littéraire, dans un lycée, donc de venir à Paris, dans un lycée parisien. Prestigieux dans le 7e arrondissement. Donc je découvre Paris et je suis hyper contente d'arriver à Paris. Mes parents déménagent à ce moment-là, on arrive tous à Paris, on est hyper contents. Et Ah, vous arrivez en famille? Ouais, c'est assez étrange. Mes parents à ce moment-là se sont fait muter et sont venus à Paris. Et du coup tout le monde s'est installé à Paris, donc c'était assez intéressant. Et donc moi je rentre en Hippocagne. Je m'apprêtais à ce que ce soit difficile, mais ça a été très difficile. Je ressens l'écart entre la culture, le bagage qu'on peut avoir quand on vit à Paris, on a évolué dans des lycées parisiens qui ont des hauts niveaux, et tout ce qui est aussi de l'ordre vraiment du bagage culturel, et donc je me rends compte que c'est difficile à rattraper quand on n'a pas eu autant alors que je sens que je viens quand même plutôt d'un milieu assez privilégié, CSP+, enfin voilà, mais en même temps je sens vraiment la différence avec Paris, quoi. Ça bosse beaucoup, et ça je suis quand même habituée parce que je suis déjà une grosse bosseuse et je suis très scolaire, donc c'est des trucs auxquels je suis habituée, mais en même temps je me retrouve évidemment au bas du classement de la classe, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les classes prépa, et c'est l'enfer, et du coup hyper dur d'être confrontée à l'échec, d'être confrontée à des gens qui m'intéresse pas tant que ça, mais parce que je pense qu'aussi parce que je suis déjà en position d'échec, et en même temps je m'accroche, et du coup j'ai mon année, mais je décide avant de savoir que j'ai mon année que je vais changer, parce que évidemment rapport à l'échec, donc j'ai un petit évitement, et je décide de m'inscrire en école de cuisine, parce que je m'intéresse depuis un certain temps à la cuisine, que je lis plein de choses sur la cuisine, et que je me dis que ça me va pas d'être assise 15 heures par jour devant un bureau, et que je trouve un truc où je me dis je vais être en activité, et je me vois dans une cuisine, je sais pas, je m'imagine, je me dis ça va marcher, et je me revois dire à ma mère je vais dans un cursus professionnel, je suis sûre que ça va bien m'aller. Je pose ma candidature dans des écoles de cuisine. Je suis prise dans un CFA, au CFA Médéric dans le 17e arrondissement. Et là, et comme j'étais pas sûre, évidemment, que la cuisine me plaise, je choisis l'apprentissage, parce qu'en me disant, au moins, je vais pas faire payer une école à mes parents. Oui, puis en même temps, tu vas voir la réalité. Et voir la réalité, etc. Donc, je m'inscris tout de suite en apprentissage. Et l'école me conseille d'aller à la porte des restaurants, poser un CV pour avoir un apprentissage. Ils me disent c'est la meilleure méthode, aller rencontrer les chefs, etc. Donc je me fais 15 restaurants à Paris. J'ai aucune culture du restaurant. Un restaurant où j'allais avec mes parents, c'était la pizzeria, la crêperie, et ouais, c'est à peu près tout. Donc j'ai très peu de culture du restaurant, je vais très peu au restaurant avec mes parents. Mais j'ai vraiment ce lien par contre avec la cuisine au quotidien, où je sais quels sont les produits, je connais les produits, j'arrive pas, et je sais cuisiner. Donc je sais à peu près me débrouiller, quoi. Donc je suis pas non plus chamboulée. Ouais.
en me disant mon Dieu, je connais rien, je connais pas les produits, etc. Et donc du coup, quand on n'a pas cette culture ou ces habitudes, on va taper à quel genre de porte? On va dans des 3 étoiles, on va dans des bistrots, on va dans des brasseries. J'ai frappé à la porte de certains 3 étoiles. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, je me souviens pas. Et donc je vais poser mon CV chez William Ledeuil, qui avait le restaurant The Kitchen Gallery à l'époque. Et il me rappelle en me disant que voilà, qu'il faut faire un entretien, etc. Et donc et en même temps à l'époque je savais pas tenir un couteau, j'avais jamais travaillé dans une cuisine, et il me prend. Et en fait j'ai su après coup qu'il m'avait prise parce que justement j'étais ancienne sportive de haut niveau et qu'il a dû se dire que j'allais avoir la résistance pour tenir. C'est quelqu'un qui accompagne, qui fait confiance à des gens très jeunes. Et c'est une excellente école de formation, donc j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée dans ce restaurant et d'avoir et en même temps c'était hyper dur quand j'ai commencé quoi. Alors là il y a plusieurs choses. Déjà ouais. Tu dis à l'époque, on est à quelle époque? On est il y a donc j'avais 18 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui, donc je vous laisse faire le calcul. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Et donc je commence et je suis 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, et je rentre comme ça en apprentissage. Donc j'apprends aussi assez vite parce que on rentre tout de suite dans le concret. Et qu'est-ce que tu découvres alors? Tu dis que c'est une bonne école et tout, parce qu'en plus c'est une cuisine particulière. Ouais, c'est une cuisine William très particulière. Ledeuil, lui-même a une approche singulière. Ouais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de comparaisons possibles en France avec la cuisine de William Ledeuil. Évidemment, il y a des référents, il y a des marqueurs qui empruntent à des cultures qui vont plutôt flirter du côté de l'Asie. Néanmoins, la manière dont lui opère ses mariages, elle est assez exceptionnelle. Oui, il fait une donc cuisine, c'est particulier d'entrer. Très particulier, donc j'apprends plus à faire des currys que un poulet cocotte grand-mère. Donc ça c'est aussi mais en même temps c'est des cuisines qui m'intéressent et il y a aussi toute une culture du produit avec tout un travail avec des maraîchers qui se faisait déjà il y a 15 ans. Et qui est hyper intéressant au début quand je pense que quand on rentre dans une cuisine comme ça et qu'on voit les produits, on a les yeux, moi je me rappelle avoir les yeux écarquillés en me disant waouh, c'est magique de voir les réceptions des produits le matin, etc. Donc ça c'est magnifique. Là il y a des zones de sensibilité qui se créent mine de rien. Ce dont tu parles. Ouais, tout à fait. Ouais, même si t'avais beaucoup cette de sensibilité. Ouais, beaucoup de sensibilité, beaucoup aussi de, je pense, encore une fois, de rencontres avec des bons formateurs. Il avait un chef exécutif qui était très bon et qui accompagnait bien les apprentis. Donc j'ai senti que j'étais bien accompagnée aussi. Et donc petit à petit, t'apprends à mieux tenir ton couteau. J'apprends à mieux de tenir mon couteau, ça prend du temps. Mais je m'accroche et je comprends aussi que c'est justement une cuisine particulière parce que j'échange avec d'autres personnes qui sont en formation avec moi et je me rends compte qu'ils voient pas les mêmes choses et je me dis et moi qui j'ai peut-être pas la même ambiance non plus. Pas la même ambiance, ouais. Parce que moi chez William Ledeuil j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quand même, et c'est lui qui instille ça, une forme de bienveillance. C'est pas la cuisine comme on pouvait l'entendre à l'époque où t'arrives et le chef il te gueule dessus ou alors il te connaît pas ou machin. Enfin. Après il y avait quand même une espèce d'émulation parce qu'à l'époque c'était un des restaurants qui fonctionnait, je pense, qui fonctionnait le mieux de Paris, donc il y avait un énorme dynamisme. Il fallait suivre quand même parce que c'était costaud, c'était très costaud. Et donc il y avait à la fois effectivement pas de chef qui crie en cuisine si on veut parler de ça, mais c'était un rythme assez soutenu et avec où il fallait quand même un peu jouer des épaules pour faire en sorte de s'en sortir quoi. Donc c'était quand même très formateur et en même temps avec beaucoup d'exigences dès le début, donc parce que c'était un restaurant qui avait une étoile, donc et en même temps je me suis aperçue évidemment après coup que j'avais eu tout de suite beaucoup de rigueur, et alors qu'au début évidemment quand on n'a pas d'éléments de comparaison on se dit oh là là c'est hyper dur. Oui c'était hyper dur, mais c'était aussi parce que c'était un sacré niveau d'exigence. On est passé de je vais faire de la cuisine et pourquoi pas machin truc. Est-ce que ça te valide le truc? Est-ce que tu te dis une fois que t'es chez William, ah mais en fait, je suis à ma place, ça me parle? Ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps? Parce que t'es parti dans une voie qui était inattendue quand même. Ouais. Si, je me dis quand même que j'ai fait le bon choix. Après, je me dis aussi, il y a plein de fois où je me dis t'as changé de voie, t'as pas le droit de revenir en arrière. Ah oui. Donc ça m'aide à tenir aussi. Ouais. Parce qu'il y a quand même des moments difficiles.
Tout le monde dit, tu sais, il y a des moments difficiles et jamais personne me raconte que c'est ces moments difficiles. C'est quoi? C'est le rythme, c'est les journées? C'est le rythme. Enfin, et la pénibilité, c'est-à-dire dans une cuisine, on passe, je sais pas, déjà 70% de notre temps à nettoyer, à ranger. Faut le savoir pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, c'est bien de le rappeler. Donc ça, c'est des choses qui sont pénibles. Et physiquement, il y a un engagement qui est quand même très fort aussi. Donc c'est fatigant. On est quand même très fatigué. Et on fait beaucoup d'heures. Donc ça, effectivement, au début, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. C'est ce qui est le plus dur en termes d'adaptation, quoi. Donc ça, il faut prendre le rythme, il faut apprendre à dormir peu, à se lever tôt et à tenir des journées de 12 heures. Donc, et à savoir gérer le stress, à savoir gérer justement les moments où au début, parce qu'au début on passe quand même par beaucoup de phases où on échoue, où on se trompe, où on se coupe, voilà, donc tout ça, ça fait partie des moments qui engendrent du doute, quoi. Donc évidemment, de toute façon, je connais pas un cuisinier qui dit pas qu'il a jamais pensé à arrêter, parce que ça, c'est un métier au début, c'est pour pas douter. Il faut quand même avoir des gens qui nous disent, avoir certaines formes de validation. Et je pense que pour le coup, William Ledeuil, à ce moment-là, il a quand même été assez derrière moi. Et c'est lui qui m'a conseillé de faire la formation en 3 ans à Ferrandi, le bachelor, et qui m'a poussé et qui m'a dit fais ça, je sens que c'est pour toi. Donc il a été quand même assez présent aussi dans mon choix, et je le remercie encore de m'avoir à ce moment-là soutenu et un peu orienté, soutenu et validé que j'avais déjà bien franchi une première étape, on va dire.